Bien, bonjour à tous. Donc, nous voilà de retour pour une nouvelle Web TV. Aujourd'hui, une petite Web TV un peu spéciale. Vous avez vu, nous avons sorti les recommandations de l'ASFAR pour une reprise de l'activité. Donc, aujourd'hui, avec nous, deux membres actifs du CRC, du comité des référentiels, puisqu'on a donc le professeur Lionel Volly, Marseille, du CHU de Marseille, qui est le président du CRC, et le docteur Marc Garnier de Saint-Antoine à la PHP et qui est le secrétaire du CRC. Et donc, ils vont discuter avec nous de ces recommandations en appuyant sur les points importants qui ressortent de ce qui a été écrit et donc voté par l'ASFAR la semaine dernière et que vous avez pu voir sur le site. Donc, on va démarrer tout de suite. Lionel, salut. Bonjour Donc, Olivier. cette reco qui a été faite en un temps record et qui, on l'a vu, était vraiment très attendue par tout le monde. Donc déjà, la première question qui était importante, auquel il fallait répondre, c'était la protection des soignants, où on a été assez précis sur ce point. Donc, qu'est-ce qu'il y a d'important à retenir? Alors oui, effectivement, Olivier, ces recommandations étaient très attendues. Elles ont été faites en un temps record grâce à la force du CRC. C'est un comité qui est maintenant rodé à essayer de sortir des recommandations de qualité dans un temps qui parfois a été contraint. Et là, le temps a été contraint, mais grâce aux 60 experts qui ont participé à ces recommandations. Le but étant d'avoir un très large panel pour valider toutes ces recommandations parce que tu l'as bien vu, le niveau de la littérature sur le Covid est très mouvant et très fluctuant. Et comme c'était des recommandations d'experts, on avait vraiment pour but d'avoir un très large panel d'experts pour asseoir toutes les recommandations qu'on allait faire, qui sont, je vous le rappelle, hein, des recommandations de pratique professionnelle. Donc on n'est pas au niveau des RFE. Mais ce texte, comme tu l'as dit, était très attendu puisqu'il y a eu plus de 16 000 téléchargements, 8 000 pour le texte et surtout 8 000 également pour tout ce qui va être les annexes qu'on a mis, aussi bien les lettres d'information que les algorithmes qu'on a isolés et l'auto-questionnaire qui est un des éléments clés autour de ça. Alors, concernant la protection, alors il y a deux types de protection. Il y a la protection qu'on va avoir quand le patient va rentrer dans l'hôpital et très clairement, il faut restaurer une confiance hein, pour les patients. Les patients sont quand même, quand on regarde et qu'on appelle systématiquement les patients pour les reprogrammer, on a 40 à 50% des patients qui refusent de revenir ou en tout cas qui expriment une angoisse. Et donc il faut rassurer et pour ça il faut tout mettre en œuvre. Et la première des parties, c'est effectivement d'avoir systématiquement une mise en place des mesures barrières avec les solutions hydroalcooliques, mais surtout le masque chirurgical. Alors il peut être 2 ou 2 R. Pour les patients, un 2 suffit largement. Le but étant d'avoir donc du face-to-face en masque 2 R, aussi bien soignant que soigné. Et il y a eu 4 études randomisées sur le sujet qui ont comparé les masques filtrants d'IFFP2 versus les masques chirurgicaux et qui ont montré que dans le cadre de grippe et une étude dans le cadre des coronavirus, il n'y a pas de protection supplémentaire avec des FFP2 quand on est, et alors j'insiste, sur des procédures dites non aérosolisantes. D'accord? Donc en face-to-face à 1 mètre de distance, il y a une protection. Et donc c'est pour ça qu'on dit que il va falloir équiper les patients de FFP2. Et on dit également, c'est une petite phrase mais qui a son importance, que tous les services hein, doivent développer une stratégie d'épargne des équipements. Et par exemple, nous, quand on va commencer notre vacation ou consultation, on va avoir deux FFP2, deux masques 2R pour la journée. Et au bloc opératoire, on aura deux FFP2. Donc, et on va voir comment on peut avoir cette stratégie d'épargne des équipements. Alors, il est important d'avoir d'abord le circuit d'entrée dans l'hôpital et de la consultation. Alors, dans les recommandations, hein, tu l'as vu, on a fait une place très très large à la téléconsultation. La téléconsultation, on a quand même l'arrêté du 23 mars qui nous permet
au moins temporairement de déroger à l'avenant 6 du décret de santé publique qui n'incluait pas dans les téléconsultations l'anesthésie, et là l'anesthésie est incluse. Et donc le recours à la consultation physique doit être, si possible, limité au prix de la téléconsultation. Et quand on dit téléconsultation, hein, c'est pas la consultation avec un coup de fil, c'est vraiment avec un dispositif de téléconsultation, et on insiste largement dans le texte là-dessus. Alors, la consultation, il faut, comme tout espace public, l'aménager. Tu l'as vu dans le texte, et ça a été très peu discuté, hein, tout le monde était d'accord avec ça. Il est très clair qu'il faut avoir une distanciation sociale, en sachant que là, la HAS vient de réinsister sur le fait que, et le Haut Conseil supérieur de la santé, il faut avoir 4 mètres carrés par patient, ou par individu dans un espace public. Donc il faut vraiment faire très attention à la distanciation sociale dans nos salles d'attente, et en sachant que il y a toute une série de mesures que nous avons décrites, et en particulier le nettoyage régulier des surfaces et du matériel. Mais ce qui est très très important, c'est que pour le bloc opératoire, on va établir un niveau de protection qui est adapté à la stratégie de dépistage, qui ne va pas être parfaite, parce que Marc va nous le redire, une PCR, c'est pas un test parfait. Et donc, comme on sait qu'il va y avoir certains trous dans la raquette, et qu'il faut très clairement protéger aussi bien les patients que les soignés, on a été particulièrement prudent sur la protection des soignants au bloc opératoire. Alors déjà, dans la stratégie d'épargne, il y a cette petite phrase qui dit que seules les personnes essentielles à la gestion des voies aériennes doivent être présentes dans la salle d'intervention lors des procédures d'extubation et d'intubation. Parce qu'on ne va pas donner du FFP2 à tout le monde dans le bloc opératoire, ça reste une denrée rare. Et donc les personnes qui vont procéder à la gestion des voies aériennes, eux seront couverts par un FFP2. Et c'est bien ce qu'on dit, c'est que quel que soit le statut Covid du patient, on va donner du FFP2 pour les patients qui vont être pris en charge au bloc opératoire. Mais on insiste également sur l'extubation. L'intubation est probablement une procédure à risque, mais l'extubation est une procédure à très haut risque, parce que le patient va tousser souvent lors de l'extubation, et qu'il y a plusieurs vidéos, je pense que vous les avez vues, qui montrent que très clairement, les grosses gouttelettes vont jusqu'à 2 mètres, mais des petites gouttelettes, qu'on appelle des aérosols, qui peuvent être chargées de particules virales, elles peuvent aller jusqu'à 7-8 mètres. Et donc, pour vraiment sécuriser le circuit, on a insisté sur le fait que l'extubation, elle devait avoir lieu dans le bloc opératoire, dans la salle d'intervention, et que si on devait extuber en salle de réveil, ça devait être vraiment très exceptionnel. Et dans tous les cas, il fallait une distance de 7 à 8 mètres. C'est le seul moyen vraiment de protéger les autres patients de la salle de réveil. Donc, on s'est tous mis d'accord pour dire que si on veut sécuriser nos salles de réveil, on est obligé d'extuber, quel que soit le dispositif, un sonde d'intubation ou masque laryngé, dans la salle d'intervention. Et dès qu'on a fait ça, on remet un masque chirurgical au patient pour l'amener à la salle de réveil. S'il a besoin d'oxygène, des lunettes d'oxygène dessous le masque, ça suffit la grande partie, la grande majorité du temps, et éventuellement on peut mettre un masque, et par-dessus le masque chirurgical. Il n'y a pas de gros soucis là-dessus. En tout cas, en pratique, on n'a pas de soucis particuliers. Donc ça, c'est quel que soit le statut Covid du patient. D'accord ? C'est un peu exceptionnel parce que c'est probablement une des recos qui va faire le plus débat au bloc, puisque ça va obligatoirement retarder le programme opératoire, hein, puisque il va falloir extuber au bloc, donc ça va prendre plus de temps qu'habituellement quand on est en salle de réveil. Mais effectivement, on a tous voté pour, avec un accord fort de l'ensemble des experts, hein, qui ont été 60.
Donc effectivement, c'est une reco qui va potentiellement faire débat, mais qui est importante, hein. Ah ben, il y a un avant et il y a un après, hein. On va être obligé d'adapter nos pratiques et si on veut sécuriser nos structures, on est obligé de faire ça. Et pour avoir le résultat des votes, on était à plus de 90% de la note maximale qui était le 9, l'accord très très fort. Et donc vraiment, c'était une mesure qui était unanime, partagée par tous les experts pour sécuriser tout du moins nos SSPI avec tous les patients masqués en SSPI également. Euh, donc, la différence entre le patient tout venant, qu'on va essayer tout du moins de certifier non Covid sans vraiment pouvoir à aucun moment, avec grande certitude, le certifier comme non Covid, et les Covid avérés, symptomatiques, cela, la grande différence pour le personnel soignant, ça va être surtout les surblouses qu'on va utiliser pour les procédures d'intubation et d'extubation et qui sera gardée pendant toute la durée du bloc opératoire du patient et qui seront jetées à la fin de l'intervention avec ce patient, contrairement au tablier qui va être largement utilisé pour l'intubation du patient non Covid. Alors, tu le vois hein, sur ces schémas, le masque FFP2 seul n'est pas suffisant. Avec le coronavirus, il y a un tropisme pour l'épithélium conjonctival et il a été décrit que l'usage unique du FFP2 n'était pas une protection suffisante et que des soignants ont été contaminés, en particulier probablement par voie oculaire. Et c'est pour ça qu'on va préconiser l'usage de visières ou de lunettes occlusives. Alors, c'est du matériel, surtout les visières, qui est très clairement sous tension. C'est difficile d'en commander. L'avantage, c'est que c'est un produit qui est facilement utilisable en impression 3D et beaucoup de centres, comme par exemple le mien, on est fourni par des imprimeurs 3D qui nous donnent des visières. Les lunettes occlusives ou surlunettes, ça marche également très très bien. Elles sont de grande qualité. En revanche, les grosses visières, ça, franchement, c'est pas possible dans l'usage quotidien. On peut l'utiliser très très ponctuellement en réanimation pour une extubation, mais au quotidien, au bloc opératoire, c'est beaucoup trop lourd et il y a peu de circulation de l'air qui fait qu'on est très très rapidement gêné par la buée. Et dans le choix, hein, il est très très important que la visière soit espacée du front et qu'il y ait un espace de circulation de l'air. Sinon, c'est de la buée assurée. Avec ça, il n'y a pas de buée. Avec ça, où il y a une distanciation entre le front et la visière, il n'y a pas de buée. Hein, il faut faire très attention d'avoir des visières qui ne vont pas nous limiter lors de l'intubation. Voilà ce qu'on pouvait dire sur la protection. Je ne sais pas si tu as des questions supplémentaires, Olivier. Écoute, non, c'était très clair. Effectivement, on a appuyé sur les points importants hein, qui sont l'intubation, l'extubation et la protection des soignants. Et du coup, pour l'extubation, bah, la protection des autres patients aussi en SSPI, hein. C'est vraiment les points très importants de ces recos sur la protection. Donc, non, ce qu'on on va discuter maintenant avec Marc, c'est le dépistage. Alors, évidemment, ça va être le point épineux du déconfinement, on l'a bien vu de façon générale au niveau du pays. Mais ça va évidemment aussi pour la chirurgie et à l'hôpital être un point particulièrement important dans la reprise, c'est le dépistage. Alors, on a fait les recos, on va appuyer sur les points importants et il y aura probablement des évolutions les prochains jours et aux prochaines semaines en fonction de l'arrivée des sérologies, etc. Donc, Marc, qu'est-ce que tu peux nous dire dessus? Oui, merci Olivier. Bonjour à tous. Alors, quelques mots en préambule. Ces recommandations, enfin ces préconisations plutôt que ces recommandations, elles sont pas parfaites, on le sait. Elles ne s'appliqueront pas dans l'ensemble des structures dans lesquelles nos collègues travaillent. Il y aura toujours des spécificités locales, des spécificités de site, de patientèle. On a rappelé dans le chapeau introductif de ces préconisations que l'ensemble du territoire n'est pas à la même enseigne, qu'il y a des zones où il y a eu beaucoup de virus, d'autres peu, d'autres très peu, et que les déconfinements vont pas être gérés pareil. Et d'ailleurs, on a rappelé dans les argumentaires que si localement vous aviez un algorithme ou un protocole qui vous convient, qui est validé par tout le monde, par votre équipe d'hygiène, par vos infectiologues, par vos chirurgiens, eh bien évidemment, le vôtre s'applique
et celui proposé par la SFAR n'a pas vocation à le remplacer. Une fois ça dit, il a fallu qu'on travaille pour essayer d'avoir le maximum de patients qui rentrent dans l'algorithme, d'éviter les trous, tout en faisant un algorithme plutôt pratique et pragmatique, et j'espère qu'on est arrivé à ce défi. Alors en fait, la porte d'entrée dans toute cette discussion, elle repose pour les différents experts qui ont rédigé le secteur et qui l'ont voté sur le dépistage des symptômes des patients. Alors on sait qu'un certain nombre de patients ne font pas de symptômes, c'est prévu dans la case des patients asymptomatiques à la fois dans les textes argumentaires et dans l'algorithme. Et je dirais qu'on peut d'ailleurs se poser la question d'appeler ça une infection asymptomatique ou plutôt un portage. Un certain nombre de résultats tendent même à prouver que peut-être les patients asymptomatiques sont moins vecteurs de transmission que les patients symptomatiques avec des charges virales moins fortes. Et donc se posera même peut-être la question dans les semaines à venir de savoir si ces personnes sont vraiment des infectés asymptomatiques ou s'il faut les traiter différemment. Néanmoins, même si cette proportion de patients asymptomatiques est plus élevée, il nous a paru vraiment important de rentrer par les symptômes. Et pour pouvoir augmenter l'exhaustivité du recueil et améliorer un certain nombre de choses comme la traçabilité, la quantification des symptômes et la fiabilité du recueil, on a proposé un auto-questionnaire. Alors à la fois un auto-questionnaire que le patient peut faire à domicile lors des différents points d'appel ou des contacts téléphoniques ou SMS dont on va reparler. Et puis ce questionnaire peut aussi servir d'auto-questionnaire en consultation d'anesthésie ou alors de la visite pré-anesthésique ou d'hétéro-questionnaire si c'est le médecin, l'infirmière de consultation ou l'infirmière du service de chirurgie qui va le rédiger. Alors il nous a paru important d'essayer de recueillir les symptômes les plus fréquents et ou les plus spécifiques, et puis un certain nombre d'autres symptômes un petit peu moins fréquents ou un petit peu moins spécifiques. Et il faut bien qu'on s'arrête à un moment, la littérature a tellement décrit de symptômes et de tableaux cliniques, il faut bien qu'on s'arrête et qu'on n'aille pas dans les raretés, sinon ça devient infaisable. Et on a distingué du coup des symptômes majeurs qui nous paraissaient être des symptômes vraiment à la fois très fréquents ou quasi pathognomoniques dans le contexte pandémique actuel, comme l'anosmie et la gueusie. Et je pense qu'un certain nombre d'entre nous seront d'accord quand même pour dire que quand un patient se présente en consultation ou au téléphone et vous dit que depuis une semaine il a une agueusie et une fièvre, le tableau est quand même fortement évocateur et c'est pour ça qu'on a qualifié ça de symptômes majeurs. Et puis tous les autres sont des symptômes mineurs. Pourquoi symptômes mineurs? Parce que certes ils peuvent être fréquents comme la diarrhée ou les maux de gorge, la rhinorrhée, mais si on a un symptôme isolé, ça nous paraissait difficile de retarder la chirurgie, de faire démarrer une démarche diagnostique extrêmement lourde, parfois avec plusieurs examens, plusieurs lignes de démarche diagnostique pour un patient qui aurait par exemple des céphalées relativement inhabituelles depuis plusieurs jours de façon totalement isolée. Quand on applique aux patients ce que nous on a essayé de faire aussi un petit peu sur la structure pour le valider, quand on applique ce questionnaire et qu'on pose vraiment question par question, c'est finalement assez rare d'avoir des patients qui se présentent à l'hôpital pour une suspicion de Covid totalement asymptomatique ou avec que un symptôme mineur. Donc ce questionnaire, c'est l'entrée dans le raisonnement et il va être posé à plusieurs moments. Les deux qui nous ont paru quasiment non négociables, c'était la consultation d'anesthésie et la visite pré-anesthésique ou l'arrivée du patient sur la structure de J0 si on est sur une admission à J0. Alors, on peut bien sûr dire qu'il faut le faire avant, on va en parler, on peut aussi dire qu'il doit être fait à la consultation de chirurgie, mais je dirais que il n'y a pas de nombre maximum, on peut le faire à tous ces parcours-là, et il faut d'ailleurs probablement le faire à tous ces parcours-là, mais pour notre spécialité, les deux parcours obligés, c'est la consultation ou la téléconsultation d'anesthésie si on fait une téléconsultation, et lors de la VPA ou de l'accueil en J0. On peut rajouter à ces deux points obligés, si les organisations locales le permettent, parce que c'est certainement très efficient, mais quand même chronophage, un contact du patient la veille de la consultation pour vérifier si le patient est symptomatique et s'il l'est, il est probablement opportun de ne pas le faire venir à la consultation d'anesthésie au risque de contaminer les différentes personnes autour de lui, surtout si les mesures de distanciation et de protection ne sont pas optimales. Mais à ce moment-là, il ne faudra surtout pas que le patient parte dans la nature et que plus personne ne le voit, il faudra l'adresser vers la structure qui localement permettra de faire un dépistage, une éviction et le dépistage des contacts tel que ça va être fait au déconfinement. Parce que si on dit simplement au patient ne venez pas, vous êtes suspect et qu'on s'arrête là, et ben 14 jours plus tard, quand on le recontacte pour le programmer, on n'aura pas plus avancé, on ne saura pas s'il a eu le Covid et s'il en a fait une forme plus ou moins grave. Donc si on peut, on contacte le patient la veille de la consultation pour lui dire de faire l'auto-questionnaire. En cas de symptômes majeurs ou de deux symptômes mineurs, on lui dit de ne pas venir à la consultation. On est en train de parler de consultation, donc de chirurgie programmée. On reporte la chirurgie si c'est faisable, enfin a priori dans ce contexte-là, oui. Et on oriente le patient vers la structure de dépistage, de médecine,
ambulatoire ou à l'hôpital, qui permettra de le diagnostiquer. Le deuxième moment où si l'infrastructure locale permet de le faire, notamment en termes de ressources, ça va être un contact avec le patient 48 à 72 heures avant son intervention pour vérifier si depuis la téléconsultation ou la consultation et la réalisation de cet autoquestionnaire, le patient n'est pas devenu symptomatique. Il y a un certain nombre de fois où la consultation a lieu 15 jours, 3 semaines avant la chirurgie. Et donc le patient peut tout à fait se positiver et devenir symptomatique entre les deux. Et c'est mieux si on ne le découvre pas à la VPA ou le jour même de la chirurgie, c'est mieux pour l'organisation des blocs opératoires, des structures et pour tout le monde. Et donc si on peut, 48 à 72 heures avant un nouveau contact pour inciter le patient à refaire cet autoquestionnaire et à appeler l'équipe d'anesthésie si un oui est coché. Pourquoi ce délai? Parce que c'est le délai qui nous permettra à ce moment-là de demander une PCR et d'en avoir les résultats. Et s'ils sont positifs, de dire aux patients de ne pas venir à l'hôpital pour se faire opérer et de reprogrammer la chirurgie au moins 24 heures avant que tout était prévu pour ce patient. Donc voilà les 4 temps, je les répète, hein, idéalement 24-48 heures avant de venir en consultation d'anesthésie, à la consultation, 48 à 72 heures avant de venir à l'hôpital pour l'intervention et à la VPA la veille au soir si on est en circuit classique ou le jour de l'arrivée en J0 pour le patient. On a également préconisé, en plus de cet autoquestionnaire, à ces différents temps de faire une mesure objective de la température du patient. On sait, il y a des données dans la littérature qui montrent que la sensation de fièvre est très imparfaitement corrélée à la température réelle. Et donc il va falloir s'organiser. C'est peut-être pas quelque chose qu'on faisait habituellement sur les plateaux de consultation d'anesthésie, mais il va falloir nous organiser pour qu'on puisse prendre la température au malade. Des patients vont avoir plus de 38 sans en ressentir de symptômes, et à l'inverse, des patients vont peut-être nous dire qu'ils sont fébriles ou qu'ils se sentent fébriles, peut-être parce qu'ils viennent à l'hôpital pour être opérés et qu'en fait, il n'est pas de fièvre. Donc, on a aussi préconisé de rajouter à ces 4 temps la mesure et bien évidemment d'y associer le recueil de la prise d'antipyrétiques, parce que c'est sûr que si le patient se bourre de paracétamol depuis une semaine, la mesure objective de la température est peut-être moins pertinente. Troisième préconisation que nous avons fait sur ce champ-là, c'est de rechercher chez les patients, bien évidemment, les antécédents dans les 15 derniers jours de symptomatologie compatible avec un Covid, à la fois chez eux, mais chez leurs contacts étroits. Et dans le contexte actuel ou dans les premiers jours du déconfinement, les contacts étroits, ça va essentiellement être les personnes qui partagent leur lieu de confinement. Et c'est vrai, on le verra quand on va voir tout de suite après les algorithmes, que chez les patients pauci-symptomatiques, le contact étroit avec un patient qui a eu une symptomatologie compatible avec un Covid va renforcer notre probabilité diagnostique que le patient pauci-symptomatique ait aussi un Covid. Et donc on va passer à l'algorithme. Donc on a bâti donc 2 algorithmes pour la chirurgie programmée, pour laquelle en très grande majorité la chirurgie sera reportable si le patient doit rentrer dans une démarche diagnostique et a fortiori s'il est positif. Et puis un deuxième qu'on va voir après pour la chirurgie en urgence. Donc en haut, je le répète, on rentre dans l'algorithme par le questionnaire standardisé avec au minimum les 2 temps que sont la consultation et la VPA. On va partir sur la gauche de l'algorithme avec un patient qui va être fortement suspect. On a défini le fortement suspect par la présence d'un symptôme majeur et ou de symptômes mineurs. À ce moment-là, il va falloir que le patient se fasse tester. Et à ce jour, bien que absolument pas parfaite, le gold standard, si tant est qu'on puisse dire qu'il y en ait un, est la PCR sur un écouvillon nasopharyngé. J'insiste que effectivement, c'est pas un examen parfait. En fonction des séries dans la littérature, il y a entre 20 à 40% de faux négatifs. Alors, faux négatif, tout dépend à quoi on se compare, et puis surtout, tout dépend aussi de comment on fait cette PCR et la procédure pour réaliser un écouvillon nasopharyngé qui va vraiment aller prélever des sécrétions ORL dans le cavum, c'est vraiment quelque chose qui ne s'improvise pas. Alors, j'en fais une parenthèse pour dire qu'il faut d'ailleurs que le personnel qui va réaliser cet examen soit protégé, comme on l'a dit, nous, dans la première partie des recommandations sur la protection au bloc opératoire. Et à notre avis, il est hors de question de commencer à imaginer faire ça au milieu de la consultation d'anesthésie, à la fois pour les risques d'aérosolisation et de contamination, et puis parce que le personnel ne serait pas forcément très habitué et n'en ferait pas beaucoup. Donc, si le patient a des symptômes, il faut l'adresser vers le laboratoire en ville, si c'est ce qui est réalisé dans votre zone géographique, ou le laboratoire ou le centre de dépistage à l'hôpital, qui va pouvoir réaliser le prélèvement. En aucun cas, on l'improvise dans la consultation d'anesthésie. Une fois que ce prélèvement est fait, on conseille d'y adjoindre un bilan biologique plutôt simple et qui va pas, qui est d'ailleurs probablement fait pour un certain nombre de chirurgies qui sont la numération formule sanguine, et j'insiste sur la formule parce qu'on va pouvoir s'aider notamment de l'existence d'une lymphopénie et des néosinopénies, et puis un dosage de CRP pour rechercher s'il y a un syndrome inflammatoire. Alors, où cette PCR est positive, et je dirais que le schéma est assez simple, le patient a le Covid,
19 et donc il va falloir reporter la chirurgie. À ce jour, les préconisations de durée sont de 14 jours après l'apparition des symptômes chez le patient immunocompétent et de 24 jours après l'apparition des symptômes chez le patient immunodéprimé ou qui a fait une forme sévère. C'est des chiffres qui sont transmis par les équipes d'hygiène et qui sont tirés des quelques données disponibles de la littérature de durée médiane d'excrétion virale. On sait qu'il y a des patients qui peuvent être excréteurs plus prolongés. Et on ne sait d'ailleurs pas à ce jour si cette excrétion prolongée concerne juste de l'ARN viral non infectant ou si authentiquement les patients sont toujours contagieux à J28 quand ils ont une PCR positive. Peut-être que dans le futur, on pourra préciser un petit peu ces délais. Aujourd'hui, ils sont ceux-ci. Si la PCR est négative, à ce moment-là, il va falloir qu'on se pose des questions. Est-ce que le tableau clinique est toujours évocateur 24-48 heures après le premier questionnaire, le temps d'avoir eu les résultats? Est-ce qu'on n'a pas de diagnostic infectieux différentiel? Est-ce qu'on n'a pas découvert qu'en fait le patient avait une érysipèle, une prostatite ou je ne sais quoi? Et est-ce que le bilan biologique qu'on a réalisé nous aide un petit peu? Et donc on reparle de la lymphopénie, de l'éosinopénie, éventuellement de la CRP augmentée, qui sont des symptômes paracliniques pas totalement spécifiques, mais enfin quand on commence à les additionner, ça le devient, et qui sont relativement fréquents, hein. En fonction des études, on est entre 50 et 70% de lymphopénie, d'éosinopénie. Si on a un tableau clinique toujours évocateur des signes paracliniques et pas d'autres diagnostics infectieux, je pense qu'il faut qu'on considère le patient comme une infection à Covid-19. Et à ce moment-là, peut se discuter trois choses. La première, la réalisation d'un scanner thoracique à la recherche de signes compatibles avec le Covid. Et dans ce cas-là, le scanner aura surtout une valeur prédictive négative en cas de parenchyme pulmonaire strictement normal chez un patient symptomatique. Il semble peu probable que ce soit un Covid, en tout cas une forme symptomatique grave. On peut éventuellement reprélever la PCR en vérifiant qu'elle a été prélevée de façon vraiment nasopharyngée en allant jusqu'au cavum. Et puis, une toute petite nouveauté là, dans la web télé qu'on est en train de faire par rapport à ce qui est sur le site de l'ASFAR, mais qui va être modifié dans les prochains jours après les préconisations de l'HAS qui sont parues hier, le 2 mai, à savoir la place de la sérologie. Ce qui est actuellement recommandé par l'HAS, c'est que si le patient est symptomatique depuis au moins 7 jours, et en fonction des kits utilisés, parfois ça va jusqu'à 10 jours, donc on va dire 7 à 10 jours, à ce moment-là, le patient peut s'être séroconverti, et c'est sûr que si dans ce contexte-là, il a des anticorps, ça témoigne probablement du fait que son tableau, même si la PCR est négatif, ça soit un Covid. Alors attention, ça veut juste dire que le patient a rencontré du coronavirus SARS-CoV-2. Ça ne veut pas dire qu'on sait depuis combien de temps il a été infecté, et ça ne veut pas dire à ce jour que le patient est protégé contre une réinfection ou par le fait qu'il ne contaminera pas les autres. Ça veut juste dire qu'il en a été en contact. Et donc là, à nouveau, si on a ces éléments, on reporte la chirurgie de 14 ou 24 jours en fonction du terrain. Si on n'a aucun signe paraclinique biologique, que le scanner thoracique n'est pas en faveur, qu'on a éventuellement fait un reprélèvement qui est négatif, et si on est à plus de 10 jours et que la sérologie est négative, à ce moment-là, vraisemblablement, l'infection Covid est peu probable. Le patient a vraisemblablement autre chose et on reportera la chirurgie que le temps que cette autre pathologie se règle. Au milieu de l'algorithme, le patient faiblement suspect, qu'on a défini par l'existence d'un seul critère mineur, à ce moment-là, on cède de deux choses, ou le patient est à contact étroit, comme on en a parlé tout à l'heure, et ça renforce sa probabilité diagnostique, et à ce moment-là, il part sur la gauche de l'algorithme comme un patient qui est fortement suspect. Ou alors, c'est un sujet à risque de forme grave de Covid-19, et les facteurs de risque de forme grave, ils ont été précisés par le Haut Conseil à la santé publique, et ils sont mis en annexe dans le texte de la SFAR et tout le monde, je pense, les connaît maintenant. Là, c'est pas tellement que ça renforce sa probabilité diagnostique, mais c'est que si c'est une forme de Covid post-symptomatique et qu'on y ajoute éventuellement une agression périopératoire, s'il est à forme grave, c'est peut-être un risque à pas lui faire prendre et donc on va aussi aller dans une démarche diagnostique un petit peu plus poussée. Et puis complètement à droite, si maintenant on est chez le patient asymptomatique, à ce moment-là, trois cas de figure. Le premier, est-ce que la chirurgie ou l'intervention, on va dire, dont va bénéficier le patient est à risque d'aérosolisation? Dans ce cas-là, l'objectif est d'essayer de diagnostiquer si le patient est porteur de virus dans le nasopharynx pour protéger essentiellement le personnel lors de la procédure et les chirurgies ou les interventions à risque d'aérosolisation, on en a cité un certain nombre en astérisque dans l'algorithme, elles ne sont pas forcément limitatives, mais on pense bien évidemment à tout ce qui va être les gestes ORL ou endobuccaux, ou les gestes pulmonaires avec de la résection, l'exposition des voies aériennes, et puis également l'endoscopie digestive haute par le fait que ça aérosolise volontiers quand même de la salive et des sécrétions pharyngées. Ensuite, si la chirurgie n'est pas à risque d'aérosolisation, la deuxième question, est-ce qu'on est face à une chirurgie majeure? Alors la chirurgie majeure, pareil, la liste n'est pas limitative, mais on va dire toutes les chirurgies
thoracique lourde, abdominale susmésocolique lourde, bref, toutes les chirurgies pour lesquelles on sait qu'il y a un risque respiratoire non négligeable périopératoire. Cette fois-ci, c'est pour protéger le patient. L'idée étant de se dire que même si les données sont extrêmement parcellaires encore, mais on n'a pas tellement envie d'ajouter au risque respiratoire périopératoire lié à la chirurgie ou à l'anesthésie difficile et prolongée, l'effet potentiellement surajouté d'un SARS-CoV-2 dans les voies aériennes. Et puis le troisième cas de figure, c'est est-ce qu'il y a eu un contact étroit avec un Covid-19 avéré dans les 15 derniers jours, un petit peu pour les mêmes raisons. Si oui, dans tous ces cas-là, on fait la PCR, et puis si elle est positive, on reporte, si elle est négative, on va à l'intervention. Là, il ne nous a pas paru logique de reproposer ou une deuxième PCR ou un scanner, puisqu'on rappelle que le patient est asymptomatique, et qu'on serait donc face à un patient asymptomatique avec une PCR négative. Peut-être qu'on loupera un ou deux patients qui avaient un portage nasopharyngé dont on ne sait pas bien les risques de contagion, mais il n'est pas raisonnable ni en termes de ressources, ni en termes de ce que ça implique pour les patients, d'aller réaliser des PCR et des écouvillons à tout le monde. Et surtout, si on faisait ça, on ferait baisser les caractéristiques diagnostiques puisqu'on s'attaquerait à une population qui serait assez peu porteur finalement. Et puis, si on est chez un patient asymptomatique, sans chirurgie à risque d'aérosolisation, sans chirurgie majeure, sans contact étroit avec un Covid avéré, un contact étroit du patient qui aurait eu un Covid avéré dans les 15 jours, à ce moment-là, on ne fait rien de plus, en tout cas pour la démarche diagnostique, et on fait l'intervention. Et puis avec tout ce qui va entourer l'intervention dont on parlera tout à l'heure, essayer de faire de la RAC, de la sortie de l'ambulatoire, de la sortie de l'hôpital le plus vite possible pour essayer d'éviter le temps de présence du patient à l'hôpital. Ce qui est important, on voit bien par rapport à ce qui a été fait dans plusieurs centres, c'est que le scanner a été quand même repoussé à PCR douteuse ou négative, ce qui avant, le scanner a été fait un peu plus largement, mais on a fait la recommandation avec les radiologues aussi, donc on voit bien qu'il a moins de place qu'avant, ce scanner. C'est surtout sa valeur prédictive négative qui est bonne, hein, on le voit, plus que la valeur positive, parce qu'on a eu pas mal de faux positifs aussi avec le scanner. Donc ça, c'est important. Et la sérologie qui va apparaître avec les dernières recommandations de la HAS. C'est les deux choses vraiment importantes de l'algorithme là, qui est nouveau par rapport à certaines pratiques de certains centres. Oui, tout à fait. Alors ça, le scanner, hein, les radiologues ont bien insisté dessus. Hein. Ils se préconisent, et à la fois la Société européenne et la Société française de radiologie sont tout à fait sur cette longueur d'onde-là, et d'ailleurs ont validé l'algorithme pour la Société française de radiologie. Il n'y a aucune place pour le scanner chez un patient asymptomatique. Donc ça, vraiment pour le coup, ça, sur la partie droite de l'algorithme, il n'y a vraiment pas du tout d'implication du scanner. Et sur la partie gauche, c'est vraiment en cas de PCR négative ou douteuse. Parce que le problème, vous savez tous que ça donne des atteintes scanographiques extrêmement polymorphes et que du coup, la valeur prédictive positive, c'est un petit peu difficile puisque dès qu'on va avoir la moindre anomalie, on va se poser la question et ça va être essentiellement la valeur prédictive négative. Si le parenchyme pulmonaire est strictement normal chez un patient symptomatique fébrile qui tousse, la probabilité qu'à ce moment-là ça devienne un Covid, surtout si la PCR est négative ou que le reprélèvement de PCR est aussi négatif, c'est quasiment infirmé, quoi. Alors pour les endoscopies digestives hautes, on va avoir une discussion avec la Société française d'endoscopie. Il est probablement pas possible de faire des PCR à toutes les endoscopies. Il y a un listing très important de patients qui sont en attente et donc on va avoir une discussion avec cette société. L'idée est quand même que tout le monde soit protégé, aussi bien les endoscopistes que les IAD, les anesthésistes et les infirmières et les gastro-entérologues avec des FFP2 pour ces procédures-là. Et donc une discussion est en cours et on va probablement intégrer, on l'espère en tout cas, dans une V1.1 de ces recommandations, un volet spécifique endoscopie haute. Donc pour finir sur ce champ, l'algorithme en cas de chirurgie en urgence, donc là pour le coup, par définition, la chirurgie doit avoir lieu puisqu'il s'agit d'une urgence. On retrouve la même entrée avec le questionnaire et les trois catégories du fortement suspect, du faiblement suspect et de l'asymptomatique. Dans la partie gauche, si le patient est fortement suspect, on va réaliser la PCR et bien évidemment on va réaliser la chirurgie sans en attendre les résultats. Alors il peut y avoir des exceptions un petit peu à ça, notamment pour savoir le circuit. Un certain nombre de centres ont peut-être la chance d'être dotés en appareil de PCR point of care qui permet d'avoir les résultats en 1 à 2 heures. Et donc forcément, si vous êtes sur une urgence différable de quelques heures et que vous avez la possibilité d'avoir ces appareils, forcément ça simplifie un petit peu le message. Mais malheureusement, c'est pas à ce jour la majorité des centres qui ont ces appareils et puis il y a des tensions sur les consommables. Et donc on va rester dans un schéma classique où le résultat de la PCR est obtenable en 24, parfois 48 heures. Et donc dans ce cas-là, on n'attendra pas les résultats et on fera la chirurgie.
On considérera comme le patient est fortement suspect on fera toutes les précautions dont on a parlé tout à l'heure comme un patient avéré. Et puis le réveil au bloc opératoire si le patient n'a pas de symptomatologie respiratoire contre-indiquant son passage en salle de chirurgie, derrière le remonter en chambre. Si le patient a une chirurgie majeure, peut quand même se discuter le fait de le surveiller 24 à 48 heures dans une unité de soins critiques. On retombe dans ce qu'on disait tout à l'heure avec la possible synergie quand même entre une infection respiratoire à Covid et un risque périopératoire respiratoire. Et donc là, peut-être que ça justifie au moins que pendant les 24-48 premières heures, on vérifie de près le patient avec un monitoring et une SAT scopée. Partie du milieu, le patient faiblement suspect, on retombe dans les deux critères qui vont nous faire rapprocher de la partie gauche de l'algorithme. Est-ce que le patient a eu un contact rapproché avec un patient suspect ou avéré? Et puis, le patient est-il à risque de forme grave? Si oui, on rejoint la partie gauche, sinon on rejoint la partie du patient asymptomatique. Et si le patient est asymptomatique, à nouveau, première question, est-ce que c'est une chirurgie à risque d'aérosolisation? Si oui, on n'a pas tellement d'autres choix que de réaliser la PCR et de réaliser la chirurgie sans en attendre les résultats. Alors certes, il est asymptomatique, mais peut-être qu'à ce moment-là, la précaution vaut quand même d'opérer le patient dans un circuit Covid, on va parler des circuits tout à l'heure, et puis à nouveau, voir pour la surveillance renforcée 24 à 48 heures, soit en salle si la chirurgie est mineure, soit en soins critiques si la chirurgie est un petit peu plus lourde. Et puis si la chirurgie n'est pas à risque d'aérosolisation, mais qu'il s'agit d'une chirurgie majeure, à nouveau la PCR, on n'en attend pas les résultats, et on va réaliser le geste surveillance 24 à 48 heures en soins critiques. Et puis tout ça est à révéler bien sûr une fois qu'on a obtenu les résultats de la PCR. Et si la chirurgie n'est pas majeure et que le patient est asymptomatique, eh bien on peut vraisemblablement réaliser cette chirurgie en urgence, on va dire sur un circuit standard en étant relativement rassuré, ce qui n'empêchera pas, je réinsiste à nouveau, de prendre les précautions que Lionel vous a détaillées tout à l'heure pour tout patient. Ok, ben merci Marc. Ouais, c'est vrai que ces deux algorithmes là, moi les gens que j'ai vus m'ont dit que c'était vraiment assez clair et que c'était aidant, donc c'est vrai que c'est bien, ils sont assez faciles à utiliser. Et donc tu as fait le teasing sur le circuit dédié du patient. Alors, évidemment, on a dépisté, maintenant on va l'opérer. Il va falloir un circuit dédié ou pas. Donc ça, Lionel, tu vas nous en parler, et notamment avec la question moi que j'ai eue, qu'on a vu qui est revenue à l'ASFAR, pour lequel on a discuté entre nous, c'est la chambre simple ou double, pour lequel on n'a pas fait de recours, hein, mais tu vas nous dire pourquoi. Et puis donc ce circuit dédié, alors quel doit-il être? Oui, Olivier. Écoute, plusieurs choses. En fait, ça va essentiellement dépendre de votre type d'activité et de votre structure. Par exemple, si vous avez une activité qui va être essentiellement ciblée sur l'ambulatoire, on ne va pas vous forcer à avoir un circuit Covid. En revanche, dès qu'on va avoir une structure qui va être impliquée dans l'urgence, potentiellement, ils vont être amenés à prendre des patients Covid. Et à partir de là, on ne peut pas imposer des délais pour évacuer un patient vers une structure qui a une structure Covid. Et il est indispensable que la structure qui va recevoir les urgences va avoir un circuit Covid qui va être bien individualisé à chaque étape. Et donc, nous avons proposé en fait cette circulation avec essentiellement donc une filière Covid. Donc, dès qu'on doit avoir à prendre en charge ou qu'on a identifié ces patients qui doivent être opérés essentiellement en urgence, parce que sinon toute chirurgie, comme on l'a vu avec Marc, doit être différée. Donc, c'est essentiellement pour l'urgence qu'on va avoir cette filiarisation Covid, avec des éléments qui sont des éléments de sécurité. Le personnel soignant est à risque de contamination avec ces patients, et donc on doit avoir un circuit qui est bien identifié. Le retour d'expérience qu'on a, c'est quand même qu'avec du FFP2 et avec des lunettes pendant les procédures aérosolisantes, et en particulier dans les unités de réanimation, on n'a eu pratiquement aucun personnel contaminé, donc c'est des mesures qui sont sûres et qui doivent être appliquées. Donc l'idée c'est très rapidement d'identifier ces patients et donc de les faire rentrer dans un circuit Covid. Alors c'est quoi un circuit Covid? Très clairement, c'est quelqu'un qui va être pris en charge au bloc opératoire, soit dans une salle dédiée. Par exemple, moi, dans ma structure, on a
des salles qui sont dédiées Covid, ou qui va être avec une signalétique, parce qu'il y a plein de salles interventionnelles qu'on ne peut pas dédier au Covid, comme une salle hybride ou une salle de chirurgie cardiaque. Et en tout cas, il faut que la salle, quand le patient Covid est présent, soit taguée avec une signalétique qui montre la présence d'un patient Covid pour éviter les circulations dans cette salle. Et cette salle, elle doit être armée avec le moins de matériel possible, parce que on peut avoir, lors des épisodes de toux, de la contamination du matériel, et tous les disposables qui sont présents en salle, c'est difficile de les décontaminer, donc il y a le matériel nécessaire. Alors bien entendu que dans le circuit, toutes les urgences qui vont être possibles de faire en ambulatoire et qui vont pouvoir être faites en ALR, il va falloir privilégier cette voie d'anesthésie, et l'anesthésie loco-régionale, donc permet d'éviter tous ces gestes aérosolisants, permet également d'éviter dans la plupart des cas le passage en salle de réveil, et facilite vraiment le passage du patient dans ce circuit Covid. Alors, bien entendu, on l'a dit, hein, dans tous les cas, quel que soit le statut, l'extubation en salle, la spécificité pour le personnel, donc anesthésiste et IAD, c'est la mise en place du surblouse quand on est dans le secteur Covid et qu'on va être amené à intuber un patient Covid. Et alors, certaines structures vont avoir des salles dédiées, des salles de réveil. Nous, on n'a pas la capacité d'avoir une salle de réveil dédiée. Et donc, dans ce cas-là, hein, ce qui est très important, c'est que la surveillance post-opératoire d'un patient Covid doit se faire en salle d'opération pour éviter tout passage de ce patient en salle post-opératoire. Je ne sais pas, Olivier, toi, à Bordeaux, vous avez des SSPI dédiés Covid ? Non, nous on a une salle d'opération dédiée Covid avec un parcours un peu différent. Et donc effectivement, si on a un Covid plus avéré, il ne passera pas par la salle de réveil, il sera réveillé en salle d'intervention et il sortira par un autre circuit directement dans sa chambre ou en réa, dans la réa Covid. Donc nous c'est pareil, on a la chance d'avoir deux possibilités d'entrer dans le bloc opératoire. Donc notre secteur Covid est identifié avec un passage, une entrée dans le bloc opératoire, une salle dédiée et une signalétique si on doit utiliser des salles d'intervention spécifiques, avec une surveillance donc en salle d'intervention et une sortie différente sans passer par les SSPI, par la même entrée, et on a même un ascenseur dédié Covid, puisque dans notre bâtiment on a plusieurs réanimations Covid, pour éviter tout croisement de malades, et ça c'est très important, hein. Mais je pense que tous les professionnels sont en train de travailler sur ces différentes possibilités et éviter les différents croisements de patients. Et donc pour le post-opératoire, ce qu'on préconise, c'est si possible, en fonction donc de l'activité Covid, c'est d'avoir des secteurs de chirurgie qu'on a dit multispécialités dédiés Covid, où par exemple nous on a des secteurs de médecine Covid qui sont pris en charge par certains chirurgiens et qui vont assurer les soins post-opératoires. Et donc il faut une unité Covid dédiée pour le post-opératoire. Alors tu as vu que dans ces recommandations, on n'a pas abordé chambre simple, chambre double. Bon. Parce que le taux d'occupation d'une chambre n'est pas sous la dépendance de l'anesthésie réanimation à proprement parler. C'est plutôt sous l'égide des CLIN et des directions de site. Bon. Après, on comprend bien que si on a un patient qu'on masque, à qui on va avoir des mesures de protection tout le long du parcours, c'est pas pour le mettre dans une chambre double, en post-opératoire, avec un patient dont on ne connaîtra pas le statut, ou encore avec des urgences qui peuvent arriver, et un patient des urgences qui peut arriver dans ce second lit. C'est pas acceptable.
Et donc, on dit que si il faut préférer quelque chose dans cette période après 11 mai, en tout cas nous pour nos structures, c'est d'avoir des chambres simples. On sait que ça limite en partie l'activité chirurgicale, mais dans tous les cas, il y a une confiance des patients à restaurer et on ne peut pas la restaurer avec des chambres doubles. Alors on sait que dans les services de médecine, on peut avoir des chambres dites SAS, c'est-à-dire le patient arrive, il est mis en chambre simple, on va réaliser 2 PCR en 48 heures, et si les 2 PCR sont négatifs, qu'il est asymptomatique sur les 48 heures, il va être basculé sur des chambres doubles. Mais la temporalité de ces examens n'est pas compatible avec la chirurgie, elle est plutôt compatible avec la médecine pour des séjours un peu prolongés. Bon. Dans tous les cas, les circuits patients, on n'impose pas un circuit Covid à une structure, sauf si elle a une activité d'urgence, parce qu'il n'est pas licite de transférer un patient Covid qui a une urgence vitale au prétexte qu'il est Covid. Donc il faut être capable de le prendre en charge dans les structures. Et surtout, il faut privilégier l'ambulatoire, parce que avec en plus l'activité de loco-régionale, c'est des patients qui vont arriver masqués, qui vont repartir masqués, qui vont être faiblement contaminants pour nos structures. Et donc, c'est vraiment quelque chose qu'il faut privilégier dans la période, tant qu'on peut le faire. Ok, merci Lionel. Oui, donc c'est important, c'est sur le chambre simple, chambre double, hein, parce que c'est vrai que c'est revenu régulièrement, mais on était tous d'accord, hein, c'est la chambre simple évidemment qu'il fallait privilégier, mais c'est pas de notre ressort, hein, c'est Non, sûr. Comme tu l'as bien précisé, mais c'est pas bon, de on ne notre... fait pas tout ça pour après avoir des chambres doubles, hein. Ah, ça c'est Ça sûr, hein. n'a que peu d'intérêt. C'est pour ça que c'était Voilà. Et important c'est, d'en parler. en fait, le mot-clé, c'est chambre simple avec sanitaire individuel, hein. Voilà, c'est le Oui, mot-clé. pour que tout le monde se retrouve à la douche, ça n'a pas d'intérêt non plus. Non. Un Ok, autre point peut-être Lionel, peut-être un autre point de précision parce que je pense qu'un certain nombre de nos collègues vont se poser la question. Quelque chose qu'on n'a pas abordé dans nos recommandations, mais tu vas aussi nous dire pourquoi. Ça va être qu'est-ce qu'il faut faire comme stratégie au bloc opératoire entre deux patients, Covid et non Covid, en termes de traitement, de temps d'attente entre les malades. On s'est aussi posé beaucoup de questions et voilà, on n'a pas statué, mais tu vas nous dire pourquoi là. Alors, parce que là encore, c'est pas sous la dépendance de l'anesthésie et réanimation, c'est sous la dépendance des équipes opérationnelles d'hygiène essentiellement. L'idée est de dire, bon, dans tous les cas, on va faire une désinfection standard, hein, mais il y a une notion de 20 minutes et qui est d'attente car le niveau de recyclage de l'air est généralement de 20 minutes et ça permet à tous les aérosols en suspension de se stabiliser. Et donc on dit qu'il faut attendre ces 20 minutes pour faire le nettoyage après un patient Covid. En tout cas, c'est une procédure qui est à peu près partout dans les structures. Donc la grande différence entre le Covid- et le Covid+, c'est ces 20 minutes d'attente où on dit qu'il faut attendre cette stabilisation des aérosols avant et le renouvellement donc de l'air de la pièce avant de faire le ménage. Bon, c'est la grande différence. C'est pas sous notre dépendance, très clairement. Ça, c'est les équipes opérationnelles d'hygiène qui qui vont varier en fonction des sites. Mais grosso modo, ce qui est en train de se stabiliser en France, c'est ça. Et même là, je regardais pour les endoscopies, la grande différence qu'ils vont proposer entre Covid plus et non Covid, c'est ce délai entre les ménages, donc de 20 minutes. Et le protocole de ménage, lui, ne change pas. La grande différence, hein, quand même, hein, c'est vraiment sur la quantité de matériel dans les salles où on va mettre un Covid, c'est éviter de mettre les grandes armoires avec tous les dispositifs chirurgicaux, hein. Il faut vraiment rentrer le strict minimum dans ces pièces, sans bien entendu entraîner de perte de chance, hein, mais on sait très très clairement quel est nos dispositifs qu'il nous faut pour une intubation et une intubation difficile éventuellement. Voilà. d'accord, merci Lionel. Donc, alors, dernière préconisation, et pas des moindres, hein, c'était la priorisation de la chirurgie et l'organisation du programme opératoire, hein, et du bloc opératoire. Donc ça, j'étais un des experts pour cette question-là en particulier,
Donc, évidemment, on s'est appuyé sur les recommandations des sociétés savantes de chirurgie, hein, puisqu'on n'a pas là non plus de légitimité à choisir les chirurgies qu'il faut prioriser. Mais ça, c'était aussi des préconisations importantes, puisqu'il fallait organiser le bloc opératoire. Et donc, il y a certains points qui sont majeurs à respecter. Marc, tu peux nous en dire plus? Oui, alors quelques mots, mais, Olivier, effectivement, bon, tu étais expert, donc tu as bien évidemment participé à ces préconisations. Alors, on n'a effectivement pas vocation à remplacer nos collègues chirurgiens sur la priorisation au sein de leur spécialité des patients à opérer et des chirurgies à reprendre avant les autres. Alors, c'est vrai, ça, on peut pas dire le contraire, jusqu'à une certaine limite toutefois, d'une part parce qu'on est à l'interaction entre toutes les spécialités chirurgicales et qu'en fait on va faire le lien entre les différentes spécialités et qu'il va donc falloir à un moment aussi que on regarde la priorisation entre les spécialités parce que peut-être que la priorité numéro une de deux spécialités, si les plages de vacation au bloc opératoire ne permettent pas de tout réaliser en même temps, il va falloir qu'on participe à faire en sorte que tout le monde se parle pour définir qui passe en premier. Et puis, il y a d'autres choses, alors qui peuvent paraître des évidences, mais qui nous semblaient important de rappeler, c'est qu'une fois qu'on a dit ça, il va falloir à la fois dimensionner le contenant au contenu, c'est-à-dire le nombre de patients qu'on va pouvoir accueillir dans les structures telles qu'elles seront déployées. Je rappelle que la voilure chirurgicale ne dépend pas entièrement ni de nous ni des chirurgiens. Il va falloir déjà que les patients reviennent et acceptent d'être opérés. Lionel l'a dit tout à l'heure, mais on a un petit peu la même expérience sur les centres parisiens, de l'ordre de 30 à 40% de patients qui ne veulent pas, en tout cas pas avant l'été, revenir pour être opérés. Et puis également des ARS qui avaient guidé un petit peu la réduction de voilure chirurgicale pour pouvoir permettre de déployer tous ces lits de soins critiques et qui, de la même façon, dans l'autre sens, aura des préconisations à nous donner. Et encore une fois, ça dépendra aussi probablement des ressources, de comment le virus circule, du nombre de patients qui restent dans les réanimations, et ça sera différent en fonction des régions. Et puis, il faut prendre en compte un certain nombre de choses, et notamment la disponibilité des équipements de protection, éventuellement la disponibilité des lits de soins critiques dans les zones Covid et non Covid, la disponibilité peut-être des produits sanguins, des médicaments, parce qu'il y a un certain nombre de médicaments d'anesthésie communs éventuellement avec la réanimation qui sont sous tension. Et il ne s'agit pas de dire j'ai un patient, un chirurgien, un anesthésiste et une infirmière anesthésiste, donc on y va banco, parce que si dans votre structure vous n'avez plus de FFP2, plus de propofol et pas de place en réanimation parce que vous avez encore plein de malades Covid, eh bien, il va falloir ne pas programmer cette intervention tout simplement. Alors pour ce faire, il y a un certain nombre, Lionel avait mis l'algorithme qui est là donc dans les recommandations de l'ASFAR, il y a un certain nombre de choses qu'il va falloir regarder et probablement qu'au carrefour entre toutes ces contingences là entre les ARS, les patientèles des collègues chirurgiens, les places en secteur de soins critiques, le personnel et avoir géré ses temps de repos et cette disponibilité, eh bien il y a nécessairement la place pour une cellule dite de régulation de l'activité chirurgicale qui va contenir des chirurgiens bien sûr, mais aussi des anesthésistes réanimateurs et des régulateurs et personnels de blocs opératoires. Ça peut peut-être ressembler un petit peu à l'activité de lissage des blocs opératoires qu'on a dans nos structures de façon hebdomadaire, mais là il faudra prendre en compte en plus toutes les dimensions dont on a parlé, dont on ne parle pas forcément d'habitude, hein, parce que en tout cas moi dans mon site on regarde jamais les stocks de propofol et on n'appelle jamais l'EFS pour être sûr que les donneurs sont venus donner avant de programmer de la chirurgie. Mais là il va peut-être falloir le faire. Donc voilà, un petit peu adapter ça aux ressources et à la disponibilité. Important parce que je pense, l'occasion pour certains de nos collègues qui n'avaient pas encore ce genre d'organisation de mettre en place ces cellules de régulation de bloc opératoire, qui on le sait sont majeures pour faire l'organisation du bloc et surtout là en plus en période Covid. Donc ça peut être l'occasion de la mettre en place s'ils ne l'avaient pas, donc ça c'est vraiment important. Et alors après on avait aussi discuté qu'il peut y avoir des certaines strates, hein, parce que dans un gros hôpital comme le mien à Bordeaux, il peut y avoir une politique d'établissement qui a la référence de l'ensemble des stocks, etc., etc. Et puis, pour chaque bloc opératoire, une cellule de régulation spécifique de chaque bloc qui connaît mieux l'organisation de l'anesthésie et de la chirurgie à cet endroit spécifique. Donc, dans les grosses structures, il peut y avoir plusieurs strates probablement de cellules de régulation. Ah, nous, c'est par bloc opératoire. Alors, pas spécialité, hein, parce qu'il faut quand même avoir une vision globale. Mais là, l'attention sur laquelle on est assez sensibilisé, c'est sur les lits de soins critiques non Covid. Hein, c'est surtout là-dessus où on a de l'attention, ce qui régule beaucoup l'activité chirurgicale. Et là, récemment, là, avec pharmacie, les médicaments, où on nous a livré sur la semaine
que les médicaments d'anesthésie pour les réanimations et on n'a eu aucune mise à disposition pour les blocs opératoires. C'est un peu la nouveauté de la dispensation d'État et donc là, il va falloir faire très très attention à ce versant-là. Et ça, c'est plutôt au niveau des pôles que ça va se gérer probablement, hein. Oui, non, je disais qu'effectivement, c'est nouveau pour nous aussi, hein, cette habitude de regarder un petit peu sur le contingentement, les dotations et les ressources, mais c'est majeur, hein. Et il va falloir résister. Je sais que dans certains endroits, il va falloir résister peut-être à une forme de demande plus ou moins insistante de la part des chirurgiens et des patients, qui pour certains ont attendu 2 mois, ça fera peut-être 3 mois bientôt pour être opérés. Mais il faut toujours mettre en balance effectivement la réalisation de la chirurgie et la perte de chance pour le patient, notamment en cas de chirurgie carcinologique, mais pas que, si jamais on doit encore reporter un peu la chirurgie. Mais ce qui ne serait pas acceptable, ça serait de se retrouver à gérer le patient en situation de crise, à faire des procédures dégradées, à devoir faire de la chirurgie habituellement sous curare sans curare, de devoir switcher des hypnotiques parce qu'on se rend compte qu'on n'a plus ceci ou cela, que le patient ne peut pas passer en soins critiques derrière parce que finalement, entre-temps, on a repris 3 malades Covid et on a dû basculer une infirmière d'une zone à l'autre. Vraiment, ça serait pas acceptable et ça serait mettre en danger le patient pour une chirurgie, bien évidemment programmée, puisque la chirurgie en urgence s'y prête un petit peu moins. Il faudra aussi effectivement regarder si dans le centre il y a de la chirurgie en urgence et si l'activité repart. Nous, comme dans beaucoup de centres, a priori, là, ça y est, depuis une dizaine de jours, on commence à revoir des taux de chirurgie en urgence par rapport à la chirurgie programmée qui ressemble un peu plus à ce qu'on voyait d'habitude. Et ça, il faut en tenir compte aussi. Forcément, si on a une structure qui ne fait pas d'urgence ou dans une structure qui fait de l'urgence, les choses vont se faire différemment. Et puis, il va falloir aussi que les structures se parlent, hein, et au niveau d'un territoire, je pense que ça serait, d'ailleurs, c'est ce qui a été préconisé, que c'est une bonne idée que les différentes structures privées, publiques, l'hôpital, les cliniques se parlent pour essayer de s'harmoniser sur qui fait quoi et dans quel volume, pour éviter un petit peu la pagaille et la surenchère. Une dernière chose, je pense qu'il y a un des éléments qui est extrêmement aidant, qui a été mis dans les recommandations, c'est que chaque service de chirurgie dresse la liste de leurs patients qui sont en attente d'opération chirurgicale pour avoir à la fois une idée de la volumétrie, du temps que ça reprendra de les reprogrammer, parce que ça c'est important à savoir, hein, qu'on ne se retrouve pas finalement avec 50 malades la première semaine parce qu'on se rend compte qu'il faut les refaire, et puis qu'en fait il y en avait 60 dans la file active et qu'on aurait pu les évaluer sur 4 semaines. Donc nous, on Ouais. a mis en place ce type de cellules et à la sortie de ces cellules, en fait, les patients vont avoir un classement en feu tricolore, hein, soit c'est vert, ça respecte complètement les recommandations de l'ARS ou soit c'est orange, il faut justifier par le chirurgien la perte de chance, hein, et souvent elle est tout à fait justifiée, soit bah, c'est rouge parce que le patient, c'est quelque chose qui est tout à fait reportable, il n'y a pas de perte de chance avérée, et que c'est consommateur de ressources, par exemple en soins critiques. Et donc, dans l'activité globale, actuellement, on a quand même beaucoup de verts et quelques rouges quand même. Mais, donc, il faut faire. C'est très très important ces cellules de régulation, hein. Très très important. Oui, et le listing chirurgical, nous on avait discuté dans cette question 7, là, est aussi primordial, parce qu'effectivement, c'est à eux de nous donner les priorisations des patients à faire et une vision un peu à moyen terme, pour qu'on puisse nous aussi reprogrammer des consultations, par exemple, et s'organiser pour qu'il y ait une file d'attente des patients qui soit cohérente et pas effectivement tout la première semaine et puis après plus rien. Donc ça, ce listing est vraiment très important. Ouais, et surtout, ça nous permet de réactualiser beaucoup de consultations en téléconsultation, justement, hein, parce que beaucoup de ces patients ont été vus et ils sont restés en attente et il faut réactualiser les consultations d'anesthésie. Et puis une dernière fois, ce listing de patients nous permet aussi de façon anticipée et en collaboration avec les chirurgiens d'organiser au mieux la programmation des patients. Encore une fois, ça paraît peut-être une évidence, mais entre chirurgie à priorité qu'on va juger équivalente, probablement que dans cette phase où on ne reprendra pas une activité normale, il faudra peut-être ne pas faire la chirurgie qui va durer 8 heures et dont on sait qu'il y aura quoi qu'il arrive 4 kilos et 2 jours en soins critiques. Et à l'inverse, peut-être privilégier dans le même créneau opératoire 4 à 5 patients sans transfusion ni séjour en soins critiques programmés parce que tout va être sous tension. Oui, effectivement, il faut tout prendre en compte. Et donc, les sociétés ont quand même bien travaillé de chirurgie, hein, avec un listing qui a été fait où pour chaque chirurgie, on va avoir donc pour chaque société savante le listing des types de chirurgie qui sont à prioriser.
Et c'est vraiment aussi important dans la discussion parfois avec nos amis les chirurgiens. D'accord, eh bien, écoutez, merci. Je pense qu'on a fait le tour des choses importantes qu'il y avait à préciser sur ces recommandations, hein, notamment des discussions qui nous ont animés et des points qui pouvaient rester incompris ou incertains pour ceux qui ont lu les recommandations. Je pense qu'on va rester tous vigilants puisqu'on va avoir probablement une évolution de ces recommandations en fonction, de l'évolution de l'épidémie de Covid, évidemment, des médicaments et des matériels en tension, hein, bien sûr, et puis des différentes recommandations ou des évolutions comme la sérologie qui vont arriver dans les prochaines semaines. Mais je pense qu'on mettra à jour régulièrement ces recommandations et on les mettra sur le site assez régulièrement également. Tout à fait. En fait, dans les mises à jour, ce qui est prévu, c'est que chaque modification soit surlignée en rouge pour que les praticiens les identifient immédiatement dans le texte. Et on est sur une science qui est mouvante, on est sur une évolution de l'épidémie qui va forcément évoluer après le 11 mai, dans un sens ou dans l'autre, on verra. Et donc ces recommandations vont s'adapter, c'est mis dans le préambule, hein. On est là pour les adapter et on va suivre l'actualité. Et nos recommandations vont s'adapter et on encourage tout le monde. C'est la dernière préconisation du travail que nous avons fait, à ce que aussi dans chaque structure, les gens s'évaluent, vérifient la pertinence des mesures qui ont été mises en place à un instant T et vérifient si c'est toujours pertinent, s'il faut changer des choses, resserrer, desserrer une vis, changer un circuit. Et donc, c'est de continuer sur les données collectées au niveau local et sur les différentes ressources et l'évolution sur les tensions d'équipement et de matériel, et bien, de faire adapter aussi dans les structures ces préconisations. Ok, super. Eh ben, merci beaucoup à vous deux. Merci au comité des référentiels qui a vraiment fait un boulot formidable, hein, avec les experts et l'ASFAR dans son ensemble pour fournir ces préconisations qui étaient vraiment très attendues une fois encore. Merci à vous deux. Prenez soin de vous et puis à bientôt. Merci Merci Olivier, merci Olivier. à tous. Au Portez-vous bien. revoir.